Bulle de vie, votre magazine santé avec Mutualia, complémentaire santé et prévoyance pour les familles, les seniors, les entreprises et les associations. Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bulle de vie avec à mes côtés Catherine Picard, infirmière, naturopathe, nutritionniste et sexologue, et Stéphanie Boulard, infirmière et praticienne en réflexologie combinée, et notre invitée Cécile de Sèvres, infirmière de santé publique. Comme beaucoup de Français, vous avez peut-être déjà tenté d'arrêter de fumer. On va voir comment la cigarette électronique peut nous aider ou pas donc à arrêter de fumer. Et oui, très bonne question, Jordan. En effet, le mois sans tabac va démarrer donc au mois de novembre, comme tout le monde le sait. Et cette journée sans tabac, enfin ce mois sans tabac, pardon, était à l'origine une journée sans tabac qui avait été initiée par l'OMS en 1987. Elle est devenue ensuite mois sans tabac sous l'impulsion de Marisol Touraine, qui était à l'époque ministre de la Santé, n'est-ce pas, Cécile, hein. Et donc, le chiffre alarmant de 30% de fumeurs avait alors été évoqué. Et donc, bien sûr, il fallait tenter de faire quelque chose pour sensibiliser. Alors, à l'époque, c'était surtout le jeune public qui était concerné, hein, Cécile, je pense que je ne me trompe pas en disant ça. L'idée était quand même de énoncer les dangers du tabac et surtout éviter l'invitation des jeunes à aller vers le tabac. Donc, la bonne nouvelle quand même, hein, puisqu'on a dit qu'on évitait les chiffres qui fâchent, hein. Donc on va plutôt rester optimiste en disant que suite à ce mois sans tabac, 2 millions de personnes en 7 ans ont réussi à arrêter de fumer. Ce qui est quand même considérable, sachant qu'il y a quand même 2000 personnes par jour qui essayent d'arrêter de fumer en France aujourd'hui. Cécile, j'espère que vous êtes d'accord avec ça. Tout à fait. Voilà. Et l'expérience montre aussi que quand on est accompagné, on a quand même 10 fois plus de chances d'arrêter de fumer que quand on ne l'est pas. Et ça va être un petit peu le sujet aujourd'hui. Et nous avons choisi d'orienter le débat autour de la cigarette électronique. Pourquoi ? Parce que parmi les dispositifs proposés, les patchs, les pastilles et les accompagnements qu'on appelle soins de support, sont apparus depuis quelque temps ce qu'on appelle les systèmes électroniques de délivrance de la nicotine, qu'on appelle CEDEN, dont la cigarette électronique fait partie, mais pas que. Et cette possibilité de faire rentrer la cigarette électronique dans le sevrage tabagique fait polémique aujourd'hui. Donc, on va voir avec Cécile, hein, qui est référente donc, nationale du groupe sevrage tabac à l'association Azalée et qui travaille donc par groupe, hein, en fait sur le sujet et qui est aussi depuis 2 ans spécialisée en addictologie. Donc Cécile, on va commencer un petit peu à parler de tout ça. L'addiction déjà, qu'est-ce que c'est ? Et peut-être avant ça, vous présenter et savoir un petit peu aussi ce qu'est l'association Azalée, puisque tout le monde ne connaissait pas ce terme-là. Donc, Tout à fait. Bonjour à tous. Donc effectivement, Azalée est une association qui salarie plus de 1500 infirmières. Elle existe depuis 2014. Elle a été créée par un médecin généraliste des Deux-Sèvres, le docteur Gauthier. À ce jour, l'association reçoit des budgets pérennes de la CNAM, ministère de la Santé. Voilà. Donc nous, les infirmières Azalée, nous sommes formées à l'éducation thérapeutique. Et l'addiction, en fait, dépend aussi de cette spécificité qui est l'éducation thérapeutique. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le thème éducation thérapeutique, parce que ça paraît un petit peu pompeux, là, comme ça. Simplement, en 2 lignes, qu'est-ce que l'éducation thérapeutique du patient ? D'accord. Alors, c'est une méthode d'approche centrée sur le patient. Voilà, on part de ce qu'est la personne et puis on va avec lui l'accompagner dans sa pathologie chronique et l'addiction en est une.
Donc voilà, nous on reçoit dans les cabinets de médecine générale les patients. Donc c'est les médecins qui nous adressent leurs patients à travers des protocoles. Alors au départ c'était le diabète, maladie cardiovasculaire, le dépistage des troubles cognitifs. Puis justement, on se souvient que le mois sans tabac est arrivé en France en 2016. Les infirmières allaient aussi dépister la BPCO, la bronchite chronique, comme on dit vulgairement. Et pour aller plus loin dans leurs accompagnements, les infirmières se sont penchées sur ce mois sans tabac pour accompagner les fumeurs dans leur sevrage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une infirmière azalée ne peut pas travailler seule. Elle est obligatoirement en binôme, hein, je ne me trompe pas, Cécile, avec un médecin azalé. C'est-à-dire qu'une infirmière azalée ne peut pas être en cabinet, dans un cabinet qui serait le sien. Elle est obligée d'être consultée dans le cabinet du médecin pour lequel elle est infirmière azalée. C'est bien ça. Effectivement. Donc, on travaille en collaboration à travers des protocoles de coopération avec les médecins généralistes. Voilà, on peut travailler à temps partiel, à temps complet. Voilà, c'est un travail très très riche qui apporte beaucoup à la personne qu'on reçoit. Les entretiens peuvent durer 1 heure, donc on a le temps de se poser avec eux et de les accompagner en qualité. Ce qu'il faut dire, c'est quand même en 10 minutes, un médecin n'a pas le temps de faire de l'éducation. Malheureusement, non, ça prend du temps, l'éducation thérapeutique. Et nous, on a quand même la chance de pouvoir avoir du temps. Ouais. Et sur le territoire, Cécile, est-ce qu'on trouve... quelle est la proportion en fait, d'infirmières azalées? Est-ce qu'on en trouve facilement? Alors, en fait... azalées, sur le territoire de la Charente-Maritime, nous sommes 20-21 personnes. Voilà. Donc, c'est réparti sur tous les départements de France, y compris Dom-Tom. Voilà. Et puis, comment on trouve Azalée? Sur Internet maintenant. Azalée a un site Internet. Donc, voilà. Donc, Azalée, il faut dire aussi, c'est vraiment l'acronyme qui veut dire... J'allais préciser l'acronyme quand même. Parce que... Action de santé libérale en équipe. Voilà. Action de santé libérale en équipe, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, c'est pas Azalée la fleur, c'est avec un S, c'est pas un Z. Exactement. Alors, on va revenir au sujet de l'addiction. Tout à fait. Puisque, effectivement, le tabac est une addiction. Donc, déjà... un petit peu définir en quelques mots, hein. On ne va pas faire une émission sur l'addiction, mais peut-être revenir un petit peu sur l'addiction et ses conséquences en fait. Hein. Pourquoi est-ce justement si compliqué en soi d'arrêter de fumer, justement parce qu'il y a cette phénomène d'addiction qui est derrière? Alors, compliqué, ça c'est une représentation. Voilà. Et justement, c'est notre travail de travailler sur les représentations des personnes. Donc, l'addiction, c'est quoi? C'est en fait c'est une triade, une rencontre entre un produit, un sujet et un environnement. Donc, voilà, c'est les facteurs de vulnérabilité. C'est propre à chacun, selon qui on est, qui on rencontre, comment on grandit, l'environnement familial, social, à l'école, dès le plus jeune âge. Effectivement, oui, il y a un public qui aurait été un petit peu conditionné par son environnement familial à aller vers cette substance-là. Alors, pas que, mais oui, effectivement. Aller vers une substance. Voilà. Et comme toute pathologie chronique, dans l'addiction, il y a des symptômes. Et le symptôme, en fait, le premier symptôme, c'est le craving. C'est un mot anglais qui veut dire envie irrépressible de consommer un produit malgré la connaissance des effets néfastes pour la santé. Donc là, on va parler un petit peu justement de pourquoi ce craving. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on devient dépendant à un produit? Et là, le schéma du circuit de la récompense que nous avons mis, alors ce n'est pas celui que nous voyons à l'écran, voilà, la dépendance, mode d'emploi, comment ça marche? Alors comment ça fonctionne? Eh bien à un moment donné, par exemple le jeune qui met en contact, qui fume, il va mettre en contact la nicotine avec des récepteurs cérébraux, voilà, la nicotine monte au cerveau en quelques secondes, en 7 secondes en fait, la nicotine a fait son boulot, c'est-à-dire qu'elle va toucher une zone en fait du cerveau qui va libérer de la dopamine, et à force de cumuler comme ça ce comportement, ce circuit de la récompense en fait s'épuise, et donc on est obligé par ce mécanisme-là de consommer encore plus de produits, et d'où le craving et l'installation de la dépendance et de l'addiction.
On va rappeler quand même que la dopamine, c'est effectivement l'hormone, le neuromédiateur, c'est une hormone, l'hormone du plaisir, qu'on va retrouver évidemment dans la dépendance, mais qu'on va retrouver bien sûr dans bien d'autres domaines que ça. Et effectivement, plus on cherche le plaisir finalement, et plus on le recherche encore et encore et encore, et c'est ce qui va faire que d'une cigarette, on va passer à 2, 4, 6, 8, 10, et le cerveau en redemande toujours et encore et encore et encore. Jusqu'à un niveau maximum qu'on appelle la tolérance. Voilà. Et la tolérance, ça veut dire quoi? La tolérance, c'est le niveau maximum que le cerveau peut prendre au niveau de la nicotine, en fait. Il atteint son maximum. Il a un seuil qu'on ne peut pas dépasser. On ne pourra pas aller, par exemple, au-delà il y a des personnes qui fument 10 cigarettes. Au-delà, elles ont le dégoût, elles sont en surdosage nicotinique. D'autres, ça va être 20, d'autres, ça va être 30. C'est vraiment propre à chacun. Et c'est pour ça que le sevrage doit être vraiment individualisé. Ok, donc on arrive à un certain stade où on peut ressentir du dégoût. Ah oui. Ok. Oui. Intéressant à savoir. Tout à fait. Alors du coup, comment devient-on addict? Eh bien justement, par la répétition en fait des comportements. C'est ce que je vous disais, avec ce circuit de la récompense, on devient complètement, comme on dit, accro à un produit. Alors du coup, quid du tabac par rapport aux autres addictions? C'est le tableau qu'on avait tout à l'heure. On voit quand même que le tabac représente 32% des addictions par rapport aux autres produits. Et encore, là, je suis assez déçue que sur ce tableau, on n'ait pas le sucre, parce que, mine de rien, le sucre fait aussi partie des addictions. Et je ne suis pas même certaine qu'il n'aurait pas une prépondérance importante. Quand je vois l'héroïne qui arrive en deuxième position, ça pose quand même un peu question. Oui. Cécile, vous en pensez quoi? Alors le sucre n'est pas encore complètement reconnu dans les addictions. Après, c'est plus un comportement, c'est pas encore franche, même si on le sait, il y a des études qui sont en cours. C'est pas franchement classé comme produit addictif. Tout à fait. Alors qu'on le sait, il y a des études qui ont été... les choses avancent. Et vous en pensez quoi donc de ce tableau-là qui est quand même... Alors je le découvre... Effectivement, le tabac, c'est une forte dépendance qui touche les plus jeunes et également le public vulnérable. C'est la première cause de mortalité en France. Voilà, une cause de mortalité évitable, surtout. Donc on comprend mieux la moisson tabac et l'enjeu de santé publique finalement. Accompagner les fumeurs. Ou faire en sorte peut-être que les personnes qui nous écoutent n'initient pas la première cigarette finalement. Parce tout à fait. C'est l'escalade. Tout à fait. En fait, tous les ans, selon les chiffres de Santé publique France, le mois sans tabac s'adapte et propose en fait de cibler un public. Donc aujourd'hui, on est plus aller vers du public vulnérable, aller vers les plus jeunes qui s'initient très tôt maintenant avec les cédènes, comme disait Catherine tout à l'heure. Très tôt au tabagisme. Est-ce qu'on a une moyenne justement de la première cigarette, l'âge de la première cigarette? Vous avez des chiffres là-dessus? Est-ce qu'on sait un petit peu? Alors oui, on sait que les jeunes de 17 ans en fait ont au moins fumé ou vapoté. Oui. Voilà. Après, on sait aussi que les 18-75 ans déclarent avoir, en 2020, qu'un quart des 18-75 ans ont tenté de fumer dans leur vie. Donc, effectivement, on parlait de cette fameuse alerte que Santé publique a lancée par rapport à la cigarette électronique et par rapport notamment à la puff. Oui. Donc, la puff, qu'est-ce que c'est? Parce que beaucoup de médias en parlent aujourd'hui, mais... Alors, la puff, c'est un dispositif à délivrance nicotinique qui fait fureur chez les plus jeunes, dès le collège. Il paraîtrait qu'il n'y aurait pas de nicotine dans certains dispositifs, mais en y regardant de près, il y a quand même un très faible pourcentage. Et de ce fait-là, les plus jeunes rentrent dans l'addiction à la nicotine. Alors, pas avec la cigarette manufacturée ou roulée, mais avec ce dispositif-là, qui est très coloré, qui a des goûts... Il y a une infographie, justement, à l'écran. Une image. Ça, c'est le vapotage. Ça, c'est la cigarette électronique.
Alors, moi, j'utilise plus le mot de cigarette électronique. J'appelle ça une vapote, parce que c'est de la vapeur, en fait. Effectivement, dans la cigarette classique, on retrouve de la combustion, et à cause de cette combustion, il y a des produits toxiques. En fait, les molécules vont se multiplier à la chaleur, donc molécules de produits néfastes qu'on connaît tous, les cancérigènes, tout ce qui est plomb, mercure, bref, j'en passe, puisqu'il y en a plus de 4000. Ces produits-là, on va les retrouver en beaucoup moins grande quantité dans la vapote. Et dans la vapote, effectivement, ce n'est pas de la combustion, c'est de la vapeur d'eau qui se forme quand la personne tire dessus. Donc on peut mettre de la nicotine ou pas dedans. Mais attention, ça peut être aussi un dispositif qui aide, mais on peut devenir dépendant à cet outil-là. Et du coup, la puff, ça se présente un petit peu comme une cigarette électronique, c'est le même principe? C'est un peu le même principe, tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de recharge, par contre, par rapport à une vapote. C'est prédéfini, donc il y a 600 taf dessus. D'accord. Voilà. Okay. Et où est-ce que les jeunes se fournissent justement ce processus? Dans les magasins, en libre service. Tout à fait. Quelque chose auquel on a accès facilement. C'est pas une cigarette. C'est pas reconnu comme une cigarette. Les moins de 18 ans peuvent acheter, étant donné que ce n'est pas considéré comme une cigarette. Et quid de l'IQOS, du coup, de ce fameux tabac chauffé aussi, qui fait partie des systèmes de dispositifs électroniques de délivrance de la nicotine? Effectivement. Dans les sédanes, on retrouve donc la vapote, la puff, mais également du tabac chauffé. Quand les patients viennent me voir qu'ils ont déjà utilisé la cigarette électronique, je leur demande toujours de me rapporter leur cigarette électronique pour que je regarde. Parce qu'effectivement, on leur a vendu des dispositifs sous l'appellation e-cigarette, alors que en fait, ce n'est pas du liquide à l'intérieur, c'est des cartouches de tabac comprimé. Et là, en fait, alors certes, il y a moins de combustion, mais il y a de la combustion quand même, et on ne peut pas se titrer en nicotine, on ne peut pas se sevrer en nicotine avec ce dispositif-là. Même si, bien sûr, l'industrie pharmaceutique, tabacologique, pardon, on va y arriver, dit qu'effectivement, la quantité de nicotine rejetée par les fameuses cigarettes de tabac chauffé est de 0,5 mg, donc beaucoup moins que dans une cigarette classique. Eh oui. Mais ça a le mérite d'exister, il faut le prendre en compte, parce que ça réactive là aussi ce circuit de récompense qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, et à force de répéter comme ça ce comportement, l'addiction s'installe. Du coup, pour ou contre la cigarette électronique comme outil de sevrage? Maintenant, ça va être toute la question. Comment accompagne-t-on une personne en demande de sevrage? Et du coup, quelle est la place de cette fameuse cigarette électronique dans le dispositif? Alors nous, les infirmières azalées, nous ne prescrivons pas en fait ce dispositif-là. Le traitement de première intention, si la personne vient avec son outil, forcément, on va l'accompagner, on ne va pas la laisser sur le côté, mais en fait, on va essayer qu'elle se sevre en fait de cet outil pour pouvoir faire un relais sur des traitements qu'on peut prescrire, nous les infirmières. Oui, il faut savoir que depuis peu de temps, les dispositifs nicotiniques tels les patchs, les pastilles Nicorette, etc. sont prescriptibles. On dit ça? Ça se dit ça, prescriptible? Quand on a l'autorisation, en tout cas en tant qu'infirmière, de les prescrire. Voilà. Elles ne sont plus l'apanage du médecin. Et ça, c'est au même titre d'ailleurs que la pilule du lendemain ou des choses comme ça. On a des compétences maintenant de prescription de ces dispositifs pour justement être encore plus efficace sur le terrain et accompagner les patients dans le sevrage tabagique de manière beaucoup plus performante. Tout à fait. Et uniquement les infirmières azalées peuvent prescrire, ou est-ce qu'une infirmière libérale pourrait, par exemple, aussi... Oui. Chaque infirmière a un numéro ADELI, voilà, avec le RPPS maintenant. Et grâce à ce numéro-là, on peut prescrire. D'accord. Tout à fait. Ok. Et pour rebondir sur ce que demandait Catherine par rapport à l'accompagnement, dans l'accompagnement, en fait, on va travailler les différentes dépendances au tabac. C'est-à-dire, il y a 3 dépendances. Donc la dépendance physique à la nicotine, voilà.
Il y a la dépendance également comportementale et puis psychologique. Voilà. D'où l'intérêt justement d'un accompagnement à la fois médical pour le sevrage physique, on va dire, et ce qu'on appelle les soins de support, dont on va parler maintenant, et qui vont accompagner le patient avec d'autres outils que le simple fait de mettre un patch. Et on se rend compte d'ailleurs que c'est pas toujours évident pour les gens qui ont essayé que le patch d'arrêter avec ce seul outil-là. On va justement continuer un petit peu l'échange avec quelques questions de nos téléspectateurs, qui via je rappelle l'adresse email bulle de vie avec un S bulle 17@gmail.com. Donc vous pouvez poser toutes vos questions en amont des émissions qui sont annoncées donc sur le site onistv.com, même sur la page Facebook. Alors, on a une première question de Marie, 35 ans. Est-ce qu'il y a des applications gratuites qui existent pour nous accompagner dans l'arrêt du tabac ? Je vous pose la question, Cécile. Question intéressante. Effectivement, il y a plein d'outils maintenant numériques, notamment dans le cadre du mois sans tabac. Avec l'application Tabac Info Service. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres applications. En tapant sur le net, la personne pourra voir en fait et faire son choix. Donc, après, voilà, c'est tous les efforts faits, les conseils aussi qu'on peut recevoir de ces applications, d'entraide également. C'est très important de se sentir soutenu. Et c'est le but du mois sans tabac. C'est vraiment un défi collectif. C'est un programme, je crois, sur 40 jours. C'est ça, sans tabac, ou c'est l'application peut-être? Alors non, le défi, en fait, effectivement, c'est sur 40 jours. Alors, à partir du 20 octobre, les personnes peuvent s'inscrire pendant 10 jours, donc sur le site Moi sans tabac, Tabac Info Service, voilà, de façon à rentrer en contact avec des personnes qui sont aussi en demande de sevrage ou d'essayer de se sevrer. Et également... oui, savoir le programme, la durée du programme, 40 jours. Durée, voilà. Donc pendant 10 jours, les personnes peuvent effectivement s'inscrire. Voilà. Et à partir du 1er novembre jusqu'au 30 novembre, voilà, le défi est lancé. Donc on fait comme on peut. Donc on se sert des outils proposés avec le kit Moi sans tabac également. Il n'y a pas que les applications, il y a aussi ce kit. Tout à fait. Alors du coup, on a une question de Bernard, 55 ans. Oui, Bernard, 55 ans. Bernard. Donc, il a vu son médecin pour arrêter de fumer. Et donc, son médecin lui a prescrit des patchs et des pastilles Nicorette. Et donc, Bernard raconte qu'il n'a pas réussi. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Eh bien, pour plusieurs raisons, peut-être. Plein de facteurs, là. C'est vaste. Oui, voilà, oui. Il n'y a pas que, en fait, les substituts, c'est pas la baguette magique. Certes, ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça a vraiment avoir un rôle sur la dépendance à la nicotine. Ça va diminuer le manque, voilà. Donc, il faut vraiment être bien dosé en patch et en pastilles nicotiniques pour être confortable. Et ça, j'insiste vraiment, moi, dans mes consultations, il faut être confortable, ne pas sentir le manque pour réussir un sevrage tabac. Ça, c'est pour la dépendance physique. Mais après, il y a tout le travail, la dépendance des habitudes, la dépendance psychologique à réaliser avec du temps. Ça, c'est une dépendance qui demande du temps. On parlait d'une moyenne de 12 à 18 mois en moyenne. Oui, tout à fait. Nous, les infirmières azalées, on reçoit les patients pendant 9 mois, 1 an, des fois plus, pour pouvoir les accompagner. Mais il y a d'autres professionnels que les infirmières azalées. Mais, Et justement, par rapport à ce patient, ça n'a pas fonctionné, ce qui veut dire rechute. On est à quel pourcentage de rechute là par rapport aux statistiques d'il y a quelques années où on parlait de 79-72% de rechute? Oh là là, on a bien avancé, parce que alors les chiffres exacts, je les connais pas. Une bonne nouvelle. Mais certes, oui, si, on a bien avancé, puisque maintenant, on peut mettre des patchs en fumant. Ça, c'est des idées reçues en fait de la société. Avant, on disait surtout ne fumez pas. Voilà. Maintenant, on fume avec des patchs. On peut choisir soit l'arrêt définitif ou soit une diminution contrôlée de sa consommation. Voilà. Il faut vraiment que Bernard insiste et je l'encourage à persévérer. Ça vaut le coup.
Oui, c'est vrai que nous, on a connu cette période où c'était patch, oui, c'est bien choix. Ah oui, c'était l'un ou l'autre, un petit peu comme l'insuline d'ailleurs, maintenant qui est combinée aussi. C'est vraiment des idées reçues maintenant. Avant, c'était l'un ou l'autre, et maintenant on arrive à faire quand même des protocoles où on mélange plein de choses. Alors Julie, 20 ans. Oui, Julie, 20 ans. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Julie ? Elle est enceinte, elle veut arrêter de fumer. Sa sage-femme lui a dit qu'elle ne pouvait pas bénéficier de substituts nicotiniques. Alors, comment elle peut faire, Julie ? Comment elle peut être aidée ? Eh bien, Julie, elle peut consulter une unité de tabacologie, en fait. Et si la femme enceinte, on les patch, les femmes enceintes. Alors, il y a différentes sortes de patchs, effectivement, mais on prescrit des patchs plus adaptés à la femme enceinte. Mais si. Donc, moins dosé en nicotine, en fait ? Alors, non, c'est pas ça. On part sur un schéma thérapeutique plus sur du 16 heures que du 24 heures. Ah, d'accord. C'est ça, c'est pas qu'elles n'ont pas le droit au substitut, mais c'est que c'est une prescription aménagée, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Okay. On évite la vapote aussi chez la femme enceinte. Oui, parce que là, non contrôlable par rapport au titrage nicotinique. Oui, puis il y a des produits quand même, attention. Donc il y a des solutions pour les femmes enceintes qui nous Il y a complètement des solutions et on sait maintenant que la nicotine n'est pas néfaste pour la personne adulte, mais est néfaste pour le fœtus. Est toxique pour le fœtus. Comme l'alcool est très toxique pour le fœtus. On disait une chose intéressante aussi lors de nos échanges, c'est que c'est pas la nicotine qui est le facteur principal de risque cardiovasculaire, mais plutôt le monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, bien sûr, qui prend la place de l'oxygène, qui fait des dégâts sur tous les vaisseaux, artères et le système veineux. Voilà, dans tous les échanges gazeux. Et dans nos consultations, on fait passer ce test du monoxyde de carbone qui prend 15 secondes. C'est très rapide et ça permet. C'est un outil aussi dans le sevrage tabac, ça permet de travailler la motivation. J'avais lu quelques études justement sur le monoxyde de carbone et on avait observé qu'au bout de 8 heures déjà dans le sang il y avait une chute considérable c'est incroyable. De monoxyde, donc c'est très encourageant. C'est hyper encourageant. 24 heures sans fumer, le taux de monoxyde de carbone retombe est quasi nul, comme une personne qui n'a pas fumé depuis... Donc c'est favorisant, c'est motivant pour les personnes. Alors c'est pareil, dans les idées préconçues, on nous dit qu'après l'arrêt du tabac, il faut un certain nombre d'années avant de retrouver un poumon, on va dire, relativement sain. Je pense à la BPCO par exemple. Est-ce encore une idée reçue ou est-ce qu'on a des données plus actuelles ? Non, il y a des données vraiment plus actuelles. Et puis de toute façon, les patients le disent bien qu'au bout de quelques jours déjà sans fumer, ils retrouvent une capacité respiratoire qu'ils avaient perdue. Ok. Alors on a aussi Louis, 43 ans. Oui, alors Louis a réussi à arrêter de fumer pendant 2 mois, mais il a eu un événement de vie, un gros stress. Qui a fait qu'il a repris. Il demande pourquoi est-ce si difficile de résister à la tentation quand on vit un gros stress. Alors c'est multifactoriel là aussi. Le stress en fait c'est une réponse à un événement, à une émotion. Donc il y a le travail des émotions à faire également en consultation. Et puis le cerveau en fait a mis en place des schémas très réducteurs, c'est-à-dire stress égale nicotine égale dopamine, plaisir. Donc voilà, pourquoi la rechute peut être si facile. Et puis la rechute, j'aime pas ce mot, je dis plus faux pas moi, mais en tous les cas ce faux pas fait partie de la pathologie addictive. Il y a des faux pas, il y a des reprises d'abstinence, voilà, et ça fait partie de la carrière tabagique en fait, voilà, des rechutes. Donc que Louis se reconsole avec cette idée-là et surtout là aussi qu'il aille voir des professionnels pour se faire accompagner, parce qu'on sait qu'un accompagnement c'est 10 fois plus de chances de réussir un sevrage tabac sur la durée. Et le mois sans tabac, il peut s'inscrire au mois sans tabac. Le mois sans tabac. En fait, ne pas fumer pendant 1 mois, c'est aussi 5 fois plus de chances de pouvoir se sevrer durablement. C'est une pédale en fait. C'est un initiateur en fait, ce mois sans tabac. C'est un défi. Et Dieu sait si les défis maintenant sur les réseaux sociaux sont les bienvenus. Les jeunes aiment beaucoup se lancer des défis. Donc, tout à fait. Et puis parler de défis, c'est presque aussi encourageant. C'est comme si c'était un jeu en fin de compte. Pour pas le nommer, Meta Facebook, on parle aussi de live. Voilà, il y a des directs
en fait, pour les abonnés. Voilà. Donc ça peut être très très soutenant. Chacun exprime ses difficultés et puis aussi ses réussites. Et ça, c'est important. Puis vous parliez de faux pas, mais je crois que, voilà, en restant positif, plus on va augmenter les réussites, même s'il y a faux pas, mais on réussit de nouveau, arrêter une semaine, 10 jours, 15 jours. Finalement, on augmente nos chances d'arrêter définitivement. Donc s'autoriser à ça aussi, être un peu doux avec soi-même. J'ai une collègue qui compare ça à l'enfant qui apprend à faire du vélo, exactement, qui chute, oui, qui se relève, qui remonte et qui repart, et il réussit. Voilà. Ben voilà, c'est pareil, le sevrage tabac. Oui, c'est une belle image, ça. Ah oui, je trouve cette image à véhiculer, je trouve. Très bien. Et on parlait aussi, par rapport au cas de Louis, quand on a échangé un petit peu avec vous, Cécile, de la question aussi de cette présence d'un antidépresseur dans la cigarette. Et ça, c'est très peu connu du grand public. Et j'aimerais bien qu'on en touche 2 mots. Oui. Ce fameux IMAO, tout à fait, inhibiteur de la monoaminoxydase qu'on retrouve dans certains médicaments antidépresseurs et qui, du coup, forcément, le patch nicotinique ne va pas remplacer cette substance. Donc, tout à fait. Dans mes consultations, j'interroge toujours les patients sur leurs antécédents psychiatriques, donc antécédents d'épisodes dépressifs, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, une fragilité à un moment donné fait que la cigarette peut aider. Et effectivement, c'est reconnu que dans la feuille du tabac, il y a une molécule qui ressemble étrangement à une molécule des certains antidépresseurs, effectivement. D'où l'importance qu'a la cigarette, la place de la cigarette chez des personnes vulnérables. Oui, c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de fumeurs dans la population précaire. C'est eux qui rencontrent le plus de difficultés aussi, c'est ce qu'on disait, aussi, oui, à se sevrer, en fin de compte. Aussi. C'est leur béquille, voilà. Et, voilà, c'est toute l'alliance qu'ils font avec ce produit aussi, psychologiquement parlant. Alors, on va passer à notre rubrique boîte à outils, puisque maintenant, on a quelques éléments, on va dire, pour parler de ce sevrage tabagique, mais nos spectateurs attendent avec impatience qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de fumer chez moi, et avec l'aide ou sans l'aide de quelqu'un, mais en tout cas, quels sont les outils qui sont à ma disposition. Et là, on va laisser la parole donc à Stéphanie, qui est réflexologue, praticienne en réflexologie combinée, et qui va nous expliquer un petit peu comment d'abord, qu'est-ce que la réflexologie combinée. Après la voilà. Donc, passage à la rubrique suivante. Alors, Stéphanie. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de petites astuces en réflexologie combinée, puisque je suis réflexologue. Donc, ça va être une aide, un soutien, un support, comme vous en parliez tout à l'heure. On pourrait utiliser l'hypnose, on pourrait utiliser d'autres techniques de sophrologie, peut-être huile essentielle. Enfin, voilà, moi, je vais vous parler de la réflexologie, donc de ce que je connais un peu plus. Donc, c'est une pratique de bien-être et de gestion du stress, en fait, qui fait partie des interventions non médicamenteuses. On va utiliser en réflexologie le toucher. On va venir travailler sur des zones du corps qui vont être très riches en terminaisons nerveuses. Donc on va avoir par exemple le visage qui va être intéressant en réflexologie faciale, mais aussi les oreilles en réflexologie auriculaire, pourquoi pas les mains en réflexologie palmaire, voire les pieds en réflexologie plantaire. Donc l'idée de ces stimulations qu'on va venir appliquer, et je vais vous expliquer comment, parce qu'on peut le faire mécaniquement avec vos doigts. On va avoir finalement un relâchement des tensions. Vous parliez des tensions psychiques, donc ça va être comment je peux abaisser mon niveau de stress, mais aussi des tensions physiques qui sont plus liées aux inconvénients de l'arrêt de la nicotine avec les désagréments du sevrage qu'on peut ressentir au niveau du corps, au niveau des sueurs, au niveau de l'irritabilité, enfin tout ce qui va se mettre en place. La réflexologie combinée, du coup, va utiliser plusieurs zones du corps, et j'ai fait le choix, pour accompagner les personnes qui nous regardent et qui souhaiteraient le mettre en œuvre, d'utiliser la réflexologie faciale sur le visage, la réflexologie auriculaire sur les oreilles et la réflexologie palmaire sur les mains. Juste pour qu'on comprenne bien le principe, en fait, en réflexologie, on part du postulat que l'ensemble de votre corps est représenté de façon miniaturisée sur ces zones réflexes que je viens de vous présenter.
Donc c'est comme si on retrouvait un mini-vous finalement sur les oreilles, les mains, le visage. Donc on va retrouver la représentation d'un organe, d'une partie du corps ou d'une fonction physiologique. Un petit peu comme un clavier d'ordinateur. Exactement. On tape sur une touche, plouf, ça déclenche un message sur le cerveau qui va répondre par une sécrétion hormonale ou un message nerveux, ou en tout cas. Exactement, voilà. Pour tendre à un équilibre naturel du corps, une autorégulation finalement. Juste pour vous donner un petit exemple pour imager, si j'avais des symptômes digestifs, des inconforts, je pourrais très bien venir travailler autour de ma bouche, le système digestif, mais aussi, j'ai amené une petite oreille. On pourrait venir travailler dans l'oreille, la zone du système digestif, et pourquoi pas dans la main, voire au niveau de la voûte plantaire. Et on envoie une information finalement au niveau du système nerveux central qui va se charger d'autoréguler le système digestif. Alors en quoi justement cette pratique peut-elle soutenir le tabagisme, enfin le fumeur, voilà, en tout cas, en demande de sevrage. Tout à fait. Donc dans son parcours de sevrage tabagique. Alors je précise juste que la réflexologie ne peut pas être assimilée à des soins médicaux, c'est important quand même un soin de support. Voilà, c'est un soin de support. Donc la réflexologie va venir aider le fumeur qui va être en demande soit de diminuer sa consommation de cigarettes ou éventuellement de la stopper. Tout dépend quel est le niveau quelle est la quantité de cigarettes, je vais dire, fumées par jour. Si on est plus petit fumeur, ça va être plus simple d'arrêter avec certaines techniques. Si on est gros fumeur, on va peut-être déjà noter une diminution de la consommation. Puis peut-être de l'objectif du patient aussi. Exactement. Qui peut être en demande d'arrêt ou en demande au contraire de régulation, en fin de compte. Exactement, de stopper totalement. Donc en fait, ça va permettre aux fumeurs de devenir acteurs. Simplement en venant pratiquer, comme je vous disais, des stimulations au niveau de la peau, des terminaisons nerveuses, dès qu'il a envie de fumer, dès qu'il veut allumer sa cigarette, 1 minute 30 de stimulation que je vais vous montrer dans quelques instants, et puis d'observer ce qui se passe finalement. Est-ce que cette cigarette, je vais l'allumer ou pas ? D'observer la réponse du corps, naturellement. Et la réflexologie va permettre donc au fumeur de soutenir sa motivation, d'abaisser le niveau de tension, de gérer le stress, mais aussi de réguler, pourquoi pas, l'humeur, et de maintenir aussi une gestuelle. On n'en a pas beaucoup parlé, mais cette gestuelle auquel le fumeur est très attaché avec la réflexologie palmaire. Alors, on y va. Montrez-nous. On est... Ok. Eh bien, écoutez, je vous montre tout simplement avec 3 techniques. Vous allez voir la technique sur le visage et sur l'oreille à chaque envie de fumer. Donc, 1 minute 30 de stimulation. Donc, c'est s'accorder ce petit temps-là et de se dire, voilà, je veux allumer ma cigarette. Je viens faire une poncture au niveau de mon visage. Donc, je vous montre un point qui se situe... Vous allez pouvoir le faire en même temps. Qui se situe juste sous le nez. Il suffit d'aller mettre... Le doigt, l'index, à 90 degrés sur le plan osseux. Alors, c'est pas tout à fait l'image qu'on a à l'écran, mais... Vous avez peut-être par l'oreille. Alors, nous avons un nez, là, oui, et une oreille à l'écran. Alors, je ne le vois pas. Non, mais c'est pas grave. D'accord. Donc, on va venir poser le doigt à 90 degrés et finalement venir donner une petite inclinaison à 45 degrés. Et là, vous venez poncturer avec l'ongle ce point-là, juste sous le nez. On va être entre l'inconfort et la douleur. C'est pas très agréable. On va le faire 30 secondes. Si c'est trop désagréable, on le fait 10 secondes. On marque une petite pause. On fait de nouveau 10 secondes, une petite pause et une dernière fois 10 secondes. 30 secondes de stimulation. Je précise juste que ce point est à éviter chez les personnes qui vont faire de l'hypertension, puisqu'on va booster l'organisme et éventuellement faire augmenter un petit peu la tension. Et on l'évitera aussi chez les femmes enceintes, parce qu'on a une petite représentation réflexe d'un système gynécologique ici. Donc on évite chez la femme enceinte. Et ce point, tout simplement, comme je vous disais, il va booster l'organisme, il va soutenir la motivation. C'est un point qu'on appelle le point adrénaline. Et on sait que de l'adrénaline est sécrétée naturellement par le corps après l'inhalation de nicotine. Donc en fait, on vient stimuler cette fonction physiologique, mais naturellement. Donc 30 secondes sur le visage. On va venir compléter au niveau de l'oreille. Donc je vous ai apporté une petite oreille pour bien visualiser. On va travailler tout simplement au niveau du lobe. Comme je vous disais, on voit on a ce postulat que le corps est représenté de façon miniaturisée sur des zones réflexes, donc l'oreille. Et le lobe représente en fait une zone de tête, donc avec tout ce qui est à l'intérieur, la zone du cerveau, le système nerveux central. Et donc le fait de venir travailler les lobes d'oreille, donc entre vos doigts, entre le pouce et l'index, vous allez pouvoir faire les 2 oreilles à la fois,
toujours avec une stimulation suffisante pour déclencher l'arc réflexe, la réponse. On n'est pas en train de masser, on stimule, donc on est entre l'inconfort et la douleur. Et on vient bien parcourir le lobe, que ce soit devant, au milieu, à l'arrière. Et sur cette zone de tête, de cerveau, on va avoir une réponse de régulation du stress, une réponse de régulation de l'humeur, donc on va jouer sur l'irritabilité, on va venir soutenir aussi la motivation, et puis on va travailler aussi sur ce cerveau dit de récompense dont vous parliez tout à l'heure, donc avec cette composante affective de plaisir liée à l'inhalation de nicotine. Donc on vient bien travailler pendant 30 secondes, tout simplement, la zone du lobe. On ajoutera une dernière stimulation, qui est ce qu'on appelle le point de bouche, donc la représentation réflexe de la bouche sur votre oreille. Donc là, on avait une infographie justement. Vous devez la voir à l'écran. Donc vous retrouvez le lobe et le point de bouche. Tout simplement, ce point de bouche, vous voyez, pour le trouver, il est à une petite intersection, une branche qui sépare les deux trous d'oreille en deux. Et puis après, je vais vous montrer par contre, si on revient sur moi, vous avez une espèce de petite peau là qu'on peut accrocher entre le pouce et l'index. Donc on va être à la jonction entre cette petite peau et la zone qui sépare en deux l'oreille. Donc il suffit pour ça de monter l'index le long de ce qu'on appelle le tragus, là, cette petite peau, et de venir planter l'ongle dans l'intersection. Et là, vous serez sur un point de bouche qui est assez sensible en général. Je vois Cécile qui il me dit oui, c'est sensible. Donc vous allez venir poncturer les deux oreilles à la fois, vous longez la petite portion de peau et finalement, vous allez piquer, vous ne pouvez pas aller plus loin, dans cet embranchement. Et vous allez poncturer entre l'inconfort et la douleur pendant 30 secondes encore une fois. Et là, on est sur toutes les addictions portées à la bouche. On pourrait tout à fait envisager chez l'enfant aussi pour la tétine, pour le sevrage. Là, on est sur la cigarette. Donc, vous voyez, c'est très simple. Finalement, 3 petites stimulations de 30 secondes sous le nez, le lobe et le point de bouche. Dès que vous avez envie de fumer. Donc, le petit fumeur va peut-être faire 5 fois par jour. Le gros fumeur, peut-être 20 fois par jour. Donc, répétez et observez. C'est à chaque envie de cigarette? À chaque envie de cigarette, effectivement. Finalement, ça remplace la pastille de Nicorette qu'on avale à chaque envie de cigarette. On peut aller jusqu'à 10-12 pastilles par jour. 12 c'est 12 maximum. Donc, Alors, ça ne remplacera pas. Je pense qu'on va être plutôt en soutien. Pour tout ce que je vous disais, de relâcher aussi les tensions psychiques. À chaque pastille, hop, un petit poids. Et de peut-être ne pas allumer la cigarette finalement en même temps qu'on a le patch. Voilà. Tout à fait. Alors, pour finir, on a une petite pratique à réaliser le soir ou le matin ou un moment où on est un peu plus détendu dans la journée. C'est ça. On va prendre 5 minutes, en plus de cette stimulation que vous avez vue immédiate, quand on est acteur. J'ai envie de fumer, je fais mes stimulations, mais après, il faut aussi s'accorder un temps où on va rappeler de nouveau cette stimulation et on va en ajouter une, vous allez voir, au niveau des doigts pour maintenir la gestuelle. Donc, tout simplement, vous mettre au calme et venir de nouveau travailler sur le point de bouche. Donc au niveau de l'oreille, le point qu'on vient de voir à l'instant, vous le reproduisez pendant 30 secondes. Toujours pour soutenir la motivation et éviter d'aller porter à la bouche la substance addictive. Ensuite, vous allez rajouter une pratique au niveau de votre visage. On va avoir un effet calmant et apaisant. Alors, je vais vous montrer tout simplement. Vous allez venir, et je pense qu'il y a une petite image qui va nous accompagner. Dans le coin interne du sourcil, vous voyez des flèches là, un petit peu comme un V, jusqu'au milieu du front. On va faire un V tout simplement entre le coin interne du sourcil, et le milieu du front. On vient frotter assez vivement avec la pulpe des doigts. Moi, je vous conseille d'utiliser 3 doigts et d'être assez tonique sur la zone pendant environ 30 secondes. Et on observe, et souvent déjà, on a les épaules qui relâchent, on a envie de bâiller ou de souffler. On est sur des points qui apaisent le système nerveux. On va rajouter une dernière chose. Vous avez vu la flèche au milieu des sourcils. Donc vous utilisez là 2 doigts, la pulpe des doigts, et vous venez assez vivement travailler cette zone. C'est une zone qu'on caresse souvent chez le bébé pour l'apaiser. Donc là, on va avoir des effets aussi très apaisants. Vous voyez, 2 stimulations de 30 secondes. Donc on peut faire ça pour trouver le sommeil aussi. Tout à fait. Ouais. Ça fait partie aussi des techniques utilisées pour réguler le sommeil, en tout cas l'améliorer. Tout à fait.
Donc là, on a déjà la réflexologie faciale, auriculaire, et on va finir sur la gestuelle, mais pas que pour maintenir la gestuelle, mais aussi pour les effets de bien-être et la libération naturelle de dopamine qu'on va engendrer finalement en venant stimuler les zones des doigts. Comme le corps est représenté de façon miniaturisée sur la main, de nouveau, vous retrouvez sur les doigts des zones de tête. Comme le lobe, c'est de nouveau une représentation de tête et de cerveau. Donc on va travailler les 10 doigts, les 4 faces de chaque doigt, il y a dessus, dessous et chaque côté. Donc soit on travaille chaque face une par une, soit on les travaille 2 par 2. On va passer à peu près 20 secondes par doigt. On peut venir mettre une petite crème de main ou une huile pour que ça soit encore plus agréable et que ça glisse un petit peu plus. Et tout simplement, je vous montre, on va poser un doigt d'appui, par exemple l'index derrière, et venir travailler le dessus du doigt avec le pouce. Donc on utilise la pulpe et on va venir faire des petits mouvements circulaires de la base du doigt jusqu'à son extrémité. Et on fera la même chose en posant le pouce, mais cette fois-ci en utilisant le bord de l'index. On va venir faire à l'arrière. Voilà, à l'arrière du doigt, des petits mouvements circulaires. Mais pourquoi pas faire les deux en même temps? J'utilise mon pouce et mon index et je travaille finalement les 2 faces. On fera pareil sur le côté du doigt, soit une à une avec l'index, puis le pouce, soit les 2 à la fois. Donc on aura travaillé 20 secondes à peu près par doigt et vous allez ressentir les effets assez rapidement. Là même en faisant un doigt, on sent déjà, pouf, ça relâche. Donc là on travaille sur vraiment votre bien-être, sur un état de détente et de relaxation qui est important aussi pour entamer ce sevrage et ce défi. Tout à fait, très important. Donc vous voyez des manipulations vraiment très simples. Juste pour finir là-dessus, mais surtout n'ayez pas peur de créer quelques déséquilibres que ce soit. Si votre toucher n'est pas assez présent, n'est pas au bon endroit, il n'y a rien qui se passera. C'est la question qu'on allait vous poser. En voilà. fait, aucune innocuité, enfin, aucun risque. Aucun risque en fait de faire des bêtises non. la réflexologie. Tout à fait. Il n'y a pas de contre-indication. Si ce n'est, je vous ai dit, pour l'hypertension et la femme enceinte. Voilà, certains points qui peuvent être... mais là, dans tout ce que vous nous avez montré aujourd'hui... Aucun risque. On peut le pratiquer. Le corps tend naturellement vers un état d'équilibre. On parle d'homéostasie. Donc, si votre toucher est juste, donc être vraiment entre l'inconfort et la douleur, sauf pour les doigts où là, on est vraiment tranquille, le corps tend vers ça. Donc, de toute façon, la réponse, vous allez l'observer rapidement dans les secondes, vous avez vu, ou dans les minutes qui suivent la stimulation. Surtout qu'à chaque fin de doigt se trouvent aussi les méridiens d'acupuncture. Donc, exactement. On a un double effet qui se Voilà, on va travailler sur l'émotionnel aussi, effectivement. Eh bien, merci Stéphanie pour cette intervention et pour cette découverte de la réflexologie combinée que nos téléspectateurs ne connaissaient peut-être pas et du coup vont pouvoir dès ce soir commencer dès l'envie de fumer, là vous y allez. Et même pour les non-fumeurs, pour ceux qui veulent se relaxer après le boulot. Voilà. Donc on peut retrouver Stéphanie en cabinet à Vix et sur la commune de La Jarrie, c'est ça? Tout à fait, où j'accompagne donc les personnes désireuses d'arrêter de fumer en général sur 3 à 4 séances. Et je montre toujours ces petits exercices aussi à réaliser. On va redonner la parole à Cécile parce que bien sûr, là nous venons de parler longuement de la réflexologie, mais il existe d'autres outils dans la boîte à outils que peuvent utiliser nos téléspectateurs et que vous allez nous présenter maintenant. Oui. Et c'est vrai que dans les consultations, on parle souvent de la boîte à outils. Chaque personne est remplie de ressources, mais souvent ne le savent pas. Donc on va aller les chercher, ces ressources, et remplir cette boîte à outils. Donc on est là aussi pour leur donner des idées. C'est vrai que pour la gestion du stress, souvent on utilise la respiration. Donc on fait des exercices en consultation avec une application qui s'alle Respire Relax. Justement, on va montrer ça à nos téléspectateurs parce qu'en plus c'est une application qui a été mise en place par la fédération les termes d'Alvard en plus et qui donne d'excellents résultats tant sur l'anxiété d'ailleurs que sur la douleur, que sur d'autres thématiques. Elle est utilisée en fait en cardiologie. Voilà, donc c'est Respire Relax, c'est gratuit.
Vous pouvez la télécharger sur un smartphone ou sur un Android classique. C'est de la cohérence cardiaque. Et c'est de la cohérence cardiaque. Tout on à fait. inspire quand la boule monte. Je ne sais pas si on peut grossir un peu à l'écran. Voilà, on inspire quand la boule monte. Il y a une petite musique sympa et on souffle. Alors on peut régler le temps selon ce que l'on veut faire. Hein. Il y a différents réglages. On peut être dans la dynamisation ou au contraire un effet calmant selon le nombre de... En fait, la fréquence de montée et de descente de la boule. Voilà. Respire, relax. Donc, premier outil. Premier outil. Ensuite, donc tout à l'heure, je vous parlais des ressources de chacun. Donc, on appelle ça des stratégies de coping, c'est-à-dire que on va, au lieu de fumer une cigarette, on s'interroge sur qu'est-ce que je pourrais faire à la place, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plaisir. En fait. Et du coup, on voit à l'écran, voilà, toutes les stratégies. Alors ça, ce n'est que des exemples, hein, pour redynamiser son corps, pour prendre soin de soi, pour contempler, s'inspirer, aller marcher, par exemple, quelque chose de tout simple. Rire aux éclats, c'est pas mal. La rirothérapie, c'est bien. Le yoga du rire. C'est ça, oui. Voilà. Partager, appeler un ami, voilà, offrir un cadeau, écrire un mot. L'écriture, ça peut fonctionner également. Voilà. Mais ça, ce n'est que des exemples d'outils, en fait, pour ne pas fumer une cigarette. Oui, il suffit de quelques minutes pour détourner l'attention finalement et de passer à autre chose. L'envie de cigarette, en moyenne, ça dure 4 minutes. Donc c'est vrai, comme le cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois, voilà. Le fait de s'occuper à travers d'autres stratégies, ça fait oublier plus vite l'envie de cigarette. Alors, toujours combiner des patchs si la personne nécessite réellement, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on évalue aussi la dépendance physique. Hein, et puis avec le test de Fagenstrom. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout le travail des émotions également. Alors, il y a ce fameux kit. Parce que moi, je suis kit est un outil. De voir la roue économique et tout ce dont on a parlé dans ce kit. Voilà, on va peut-être détailler un petit peu ce qu'il y a dans le kit. Alors, le kit Moi Sans Tabac, on trouve un agenda avec plein de conseils, des petites choses motivantes, des explications sur le tabagisme. Voilà. C'est un agenda sur 30 jours. Donc, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Ça permet de maintenir un peu sa motivation. Et puis, il y a la roue des économies, effectivement. Quand on sait que le tabac, ça coûte cher, hein, c'est un sacré budget, surtout pour les gros fumeurs. Donc, ça permet d'évaluer un peu les économies réalisées. Alors, en outil, moi, souvent, je dis aux personnes, pourquoi ne pas vous offrir quelque chose dans une semaine, voilà, ou dans 2 jours, voilà, pour renforcer leur motivation, en fait, à l'arrêt. Et donc, cette roue économique, tous les jours, dit les économies qu'on peut faire. Donc, on va trouver du plaisir ailleurs. On va plaisir, tout à fait. Il y a toujours cette notion de plaisir. Et il est gratuit, ce kit? Oui, il est distribué, en fait. Quand on s'inscrit? Quand on s'inscrit, tout à fait. Par Tabac Info Service. Par Tabac Info Service. Et puis, à l'intérieur, vous pouvez aussi retrouver des modèles de gestion de stress. Donc, ça peut être du coloriage, à travers des mandalas. Voilà. Et quelque chose d'important que je tenais à signaler, vendredi, en fait, 28 octobre, dans la galerie marchande de Carrefour Angoulins. On va y revenir avec l'agenda. Okay. Elle va présenter ça. Je vais juste en parler tout à l'heure. Ouais. Si on a terminé avec les outils, vous avez quelque chose à rajouter, Cécile, sur l'accompagnement, sur... Qu'est-ce que vous diriez comme mot de la fin sur faites-vous accompagner. Vous trouverez sur le site Addictoclick, en fait, la liste des personnes, en fait, qui sont habilitées à travailler en tabacologie. Donc, ça peut être des médecins généralistes, des addictologues, donc des médecins, des tabacologues, des infirmières résalées que vous trouverez dans le département également, et puis votre médecin généraliste, tout simplement. Vous avez dit à la fin de notre conversation la dernière fois que finalement, la meilleure façon d'être accompagné, c'est de trouver le bon outil. Oui. Oui, parce qu'un sevrage tabac, c'est vraiment individuel. Hein. C'est vraiment trouver sa méthode qui convient pour y arriver. Et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. C'est comme un magasin de chaussures. Il y a plein de chaussures. Il faut trouver chaussures à son pied. Il faut trouver chaussures à son pied. Tout à fait.
Voilà, il n'y a pas de mauvaise méthode, il n'y a que juste des méthodes qui peuvent être adaptées ou pas à la personne. Personnalisées, adaptées à chaque. Personnalisées, et puis il faut aller vraiment trouver les leviers pour ces freins qui nous bloquent là. On a peur d'arrêter de fumer parce qu'on a peur de prendre du poids, parce qu'on a peur du manque, parce qu'on a peur de rechuter derrière, voilà. Et aller verbaliser tout ça, ça aide énormément. Merci beaucoup Cécile d'être venue. Et puis on va maintenant passer à la rubrique agenda où Jordan va nous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer dans ce mois sans tabac et peut-être même au-delà. Alors en effet, tout à l'heure, Cécile, vous parliez des stands de consultation Mois sans tabac. Donc en effet, il y a à Carrefour Angoulins le 28 octobre, de 10h à 19h, donc il y a quand même une grande amplitude. Des infirmières diplômées d'État, c'est ça, en tabacologie, oui, seront présentes donc toute la journée à Angoulins. Voilà, c'est des infirmières en fait du service hospitalier de La Rochelle qui sont formées en tabacologie, qui vous accueilleront en consultation. Il y a un stand de sensibilisation et il y aura certaines infirmières exalées aussi qui sont présentes pour vous recevoir. Donc ça, c'est organisé par la Coréade, qui est la coordination régionale addiction Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait, c'est un regroupement d'associations addiction dans la Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Et pour ceux qui ne seraient pas disponibles le 28-10, il y a un rattrapage le 16 novembre au matin au marché de Villeneuve-les-Salines. Là, c'est la ville de La Rochelle qui anime ce stand de Mois sans tabac, avec là aussi le soutien à l'expertise d'infirmières tabacologues au groupe hospitalier Littoral Atlantique. Alors, je rigole parce que je vois Azalée avec un Z. Ah, la fois. Idée Azalée. Mais c'est régulièrement. Je me suis trompée. En fait, c'est moi qui me suis trompée. Parce que j'ai mis un Z. Sinon, on va vous retrouver aussi, Stéphanie, au bar à chat de La Rochelle. Donc, c'est 5 rue des Dames. Donc le 17 novembre de 19h à 20h15, vous proposez un atelier pour lutter contre la fatigue et relancer la vitalité. Et puis j'annonce déjà celui de décembre qui sera consacré à la détox, et toujours de 19h à 20h15. Et donc le 5 décembre. Oui. Ouais, c'est ça, le 5 décembre, pardon, je ne l'ai pas dit peut-être. Et on peut s'inscrire sur votre site internet qui s'affiche à l'écran. Voilà. Y a pour combien de personnes peuvent s'inscrire à vos ateliers ? On peut être jusqu'à une douzaine de personnes. Oui, donc ok, voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, donc dans les ressources, je vous rappelle les sites internet, donc Moi sans tabac, infoservice.fr. Je vous rappelle aussi qu'il y a des formations disponibles en replay sur le site de la Coréade. Il y a plein de petites vidéos sur j'ai trouvé ça génial, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de la Coréade. Il y a évidemment le livre d'Alain Carr, En finir avec la cigarette, qui peut être aussi un petit support intéressant. Et puis, le 17 novembre à 18h45, donc nous avons notre partenaire Mutualia qui soutient un documentaire qui a été réalisé par Loïc Coriou. Donc, il a réalisé le film Les âmes fortes de l'âge fragile, pardon. Et donc ce film documentaire est un projet unique, plus de 2 ans de travail et 6 mois de tournage en totale immersion et en toute liberté dans un EHPAD francilien pour pouvoir raconter la vie et la fin de vie de nos vieux, entre guillemets, en établissement et surtout le quotidien difficile de leurs soignants. Donc peut-être qu'on a un petit... Ils ont une capacité à nous rappeler l'importance de la vie. En vieillissant, pour être pas trop mal, il faut vraiment du travail. J'étais institutrice, quoi. J'étais numéro 3 des caisses d'épargne. J'étais hors la loi, j'étais un terroriste. Moi, je vis qu'avec des amis. C'est comme un nom de deuxième famille. Je ne sais pas pourquoi on me retient ici. On se sent parfois, nous, en tant que professionnels de santé, très démunis. Ici, moi, j'ai appris 2 verbes, patienter et humilier.
On se fait taper, hein. Dès le matin, on décide des connards. Bon, c'est vrai que certains, c'est pas qu'ils n'ont pas vu de noir, mais bon, peut-être qu'ils en voient trop. On est blindé, mais on est désigné. Le gros câlin. J'ai pas peur de la mort. Ce que je voudrais, c'est qu'elle vienne vite. Dans les histoires, on commence à avoir marre des zinzins. On sent que vous êtes prêts à écouter, prêts à aider. On devient fort. Meilleur. On est vraiment des meilleurs. Nous ne sommes que les âmes fortes de l'âge fragile, mais j'en suis fière. Les beaux cieux sont des étoiles, et ce jardin d'amour. Le 17 novembre à 18h45. Pour l'instant, on n'a pas encore le lieu, mais il y aura un article, bien évidemment, sur Onis TV, donc soyez à l'affût. Et ce sera suivi d'un débat avec l'équipe de tournage, les soignants, etc. Donc le public pourra poser les questions autour de ce thème du bien vieillir et de l'autonomie des personnes de plus de 60 ans. Oui, un sujet qui pourrait d'ailleurs être très intéressant à traiter dans Bulle de vie, dans un prochain numéro. La dépendance, et oui. Et heureusement que les soignants sont là et au rendez-vous pour accompagner ces personnes. Et pas que d'ailleurs, les associations aussi. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent pour divertir ou pour justement accompagner ces personnes. Eh bien, merci à toutes pour cette édition. Merci à vous, Cécile, pour votre présence et de vous être rendue disponible et de ces renseignements riches que vous avez pu nous apporter. Merci Stéphanie pour ces séances que nous allons reproduire ce soir, si j'ai bien compris. Voilà. Et Jordan pour évidemment avoir initié cette émission et puis d'être venu nous apporter quelques précieuses ressources que nos téléspectateurs pourront retrouver. Alors, le thème de la prochaine émission sera consacré à la dépression saisonnière. Nous aurons comme invité Océane Deglos, qui est psychologue, donc neuropsychologue d'ailleurs, et qui est aussi hypnothérapeute et qui viendra nous parler de la dépression aux côtés de Stéphanie, toujours, avec la réflexologie, et de Jordan. Et cette émission sera donc le 15 novembre prochain. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en amont sur bulledevie17@gmail.com, comme vous pouvez le voir sur l'écran. À très bientôt.